Aujourd'hui dans Women in Tech, le parcours de Louise Frion de l'Institut Montaigne. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, un mercredi sur deux, j'ai le plaisir d'être accompagné par une femme inspirante pour parler de sa carrière dans la technologie ou pas, et de la place des femmes en général et de leurs alliés dans les métiers plutôt techniques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louise Frion. Tu travailles à l'Institut Montaigne, tu es responsable du pôle Nouvelles Technologies. On t'a vu récemment au Summit AWS de Paris où tu faisais partie d'une table ronde qui parlait du syndrome de l'imposteur, et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Dis-moi, comment t'es arrivé à travailler dans la tech et à l'Institut Montaigne ? Bonjour Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir discuter de ces sujets-là à l'antenne AWS. Moi, mon parcours en fait dans le secteur de la tech, il n'a pas du tout été pensé initialement pour faire un métier tech en particulier, mais ça a vraiment été le fruit aussi de rencontres et d'un intérêt naissant sur ces sujets à mesure que j'ai progressé dans mes différents stages d'abord, puis job ensuite. J'ai commencé mon parcours en banque d'affaires chez Lazare, où j'étais essentiellement mobilisée sur des sujets qui tournaient autour de la fintech. Et dès le départ, en fait, ce qui m'a un peu fascinée dans ces sujets de fintech en particulier, c'est à quel point c'était connecté finalement à la direction dans laquelle le monde évoluait. Et en travaillant sur ces sujets, je me sentais vraiment en phase avec les différentes innovations, les différents développements. Donc j'ai voulu approfondir et le faire cette fois-ci plutôt côté régulation à la Direction générale du Trésor. Et en fait, ce qui était vraiment intéressant à la Direction générale du Trésor, c'est que j'ai travaillé sur la régulation des cryptoactifs. À l'époque, c'était un objet juridique qu'on n'arrivait pas à faire entrer dans une catégorie existante. Donc, on a on a vraiment fait un travail archi-transversal avec des experts, des techniciens, mais aussi des juristes, des économistes, pour comprendre comment on pouvait construire un cadre qui soit suffisamment souple pour favoriser l'innovation dans ce domaine, mais intransigeant sur la protection des citoyens, des consommateurs aussi, sur les risques éventuels. J'ai trouvé ça fascinant et c'est vraiment comme ça que j'ai ensuite approfondi à travers des expériences successives dans les métiers de la tech jusqu'à arriver à l'Institut Montaigne au pôle Nouvelles Technologies. Et en fait, tu as des compétences qui sont stratégiques, économiques, juridiques, et tu les mets au service de la tech en combinant ton travail et tes compétences avec celles de gens plus techniques. Il y a un aspect communication, social, enfin diversité dans les équipes où tu travailles également. Ah bah oui, absolument. Enfin, c'est même ce qui fait déjà le cœur de notre métier à l'Institut Montaigne. Nous, on est un think tank français, européen, mais on traite aussi beaucoup de sujets internationaux. Notre vocation, c'est de faire avancer le débat public avec des recommandations concrètes très généralistes sur toute une variété de domaines. Et en fait, à l'Institut Montaigne, ce qui fait vraiment notre force, c'est qu'on est un espace dans lequel on réunit tout un tas de compétences qui sont très différentes. On a des techniciens experts sur des sujets. Donc moi, dans le secteur de la tech, je travaille beaucoup avec des développeurs, des ingénieurs aussi sur l'IA, sur le cloud, sur le quantique, enfin voilà, mais aussi des chefs d'entreprise et des opérationnels dans des sociétés qui en fait vont pas forcément faire la tech au quotidien, mais qui vont faire en sorte que la tech rencontre un marché. Et ça, c'est hyper important d'avoir vraiment cette vision-là un peu transversale pour aussi être capable de se projeter sur ces questions qui sont vraiment complexes. Et on travaille aussi étroitement avec toute la partie institutionnelle, pouvoir public, académique aussi, qui nous permet de prendre de la hauteur d'un point de vue macro, mais aussi d'inscrire ce sur quoi on travaille dans le débat sociétal d'aujourd'hui et d'avoir du coup cette vision très transversale. En fait, ce que je trouve très inspirant dans ton parcours, c'est ce qui montre peut-être un point clé qu'on sous-estime souvent, c'est qu'il ne faut pas nécessairement avoir une formation purement technique pour travailler dans la technologie.
on peut amener d'autres compétences juridiques, économiques à une bande de geeks et de geekesses IT. Oui, mais complètement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la richesse de ces métiers de la tech, c'est que aujourd'hui, la tech n'est rien sans les techniciens, les développeurs qui vraiment construisent en fait les systèmes au quotidien et qui sont ceux qui sont à la manœuvre quand il s'agit de coder un programme, de coder un système d'IA. Enfin voilà, ces personnes-là en fait sont quelque part la colonne vertébrale du secteur. Mais ensuite, ce secteur, il peut pas. En fait, tout ne doit pas reposer que sur les techniciens. Et ce qui fait aussi sa force, c'est qu'il y a énormément de profils comme le mien, mais de plus en plus aussi qui sont très agnostiques en fait sur ces sujets et qui sont capables de faire converger des spécifications techniques réalisées par des techniciens développeurs avec des impératifs de marché, des impératifs aussi business et commerciaux, et d'inscrire ça aussi dans un cadre juridique dans lequel on est vraiment tenu aussi d'exercer, qu'il soit national, européen ou international. Et en fait, dans ces métiers de la tech, il n'y a pas du tout, il y a énormément besoin de compétences qui justement allient ces trois aspects. Et je pense par exemple à la régulation la plus emblématique, c'est le European AI Act, qui régule justement l'intelligence artificielle et qui propose un cadre extrêmement exhaustif sur des niveaux de risque en fait basés sur certains cas d'usage. Ce cadre-là, il est stratégique, il a été pensé en concertation avec des juristes, des économistes et des techniciens. Et maintenant, il faut le mettre en œuvre avec un AI bureau qui est en train d'être constitué et qui a vocation à assurer l'exercice en fait de ces principes dans les différents États concernés. Et en fait, un des principaux enjeux de ce AI bureau, c'est d'être capable aussi de recruter des personnes qui comprennent les objets techniques qu'ils régulent, donc qui ont quand même des compétences techniques, pas forcément dures, c'est pas forcément de savoir coder, mais c'est de comprendre comment fonctionne un programme d'IA, mais à la fois aussi des compétences juridiques pour s'assurer que le AI Office est bien en conformité avec les différentes lois nationales, et idéalement une vision aussi sur le marché dans lequel tout ça s'insère, pour justement que le temps de la régulation soit aussi le plus connecté possible au temps de l'innovation. Quels ont été tes challenges pour rentrer dans le monde de la technique? Enfin, je pense au truc évident, déjà c'est comprendre de quoi on parle, comment tu as pu passer cette étape? Oui, ça a été effectivement un de mes premiers enjeux. C'est quand on n'a pas forcément de formation dure dans du codage par exemple, dans des architectures aussi distribuées, je pense à la blockchain par laquelle j'ai un peu commencé. C'est vrai qu'il faut faire un gros travail de compréhension de quoi on parle pour être aussi crédible ensuite après auprès des acteurs avec qui on évolue. Moi, dans mon cas, je me suis beaucoup formée déjà au droit. Le cadre juridique, en fait, dans lequel s'insèrent des objets technologiques permet aussi de comprendre finalement, quand on a un objet tech, comment on peut insérer ça en fait dans des structures sociétales et administratives que sont les nôtres en France, existantes. Et après, je me suis aussi beaucoup formée avec les acteurs du domaine. Donc, par exemple, sur la blockchain, j'ai rencontré en fait les différents développeurs qui avaient construit, qui soit étaient par exemple considérés comme des mineurs, par exemple sur le Bitcoin, pour comprendre comment ils faisaient, ou qui avaient aussi développé des choses avec Ethereum. J'ai ensuite approfondi ça dans le secteur du cloud, dans le secteur de l'IA. Donc, je me suis vraiment formée avec ces personnes-là en leur posant des questions, en étant curieuse aussi pour comprendre vraiment comment tout fonctionnait. Après, il y a énormément de formations en ligne qui sont disponibles sur tous ces sujets-là et qui sont pas forcément d'ailleurs des formations qu'on peut retrouver dans des cursus pédagogiques, universitaires classiques. Je pense que ces cursus gagneraient beaucoup à s'enrichir de ces formations. AWS en propose,
Beaucoup de grands acteurs de la tech en proposent également. Et ensuite, le secteur de la tech, il est mouvant par définition. Il est constamment en train de changer aussi à mesure des innovations qui sont créées. Donc après, c'est en étant sur le terrain, en travaillant sur les projets, que je me suis formée. Ouais, c'est un débat que j'ai souvent. Est-ce que les parcours académiques doivent former sur les techniques de fondation, les blocs de base, le réseau, la cryptographie, etc., ou sur des techniques concrètes, des implémentations concrètes directement utilisables en entreprise. Le Bitcoin, par exemple, c'est un exemple. Moi, je pense plutôt qu'il faut se former sur les bases, parce que comme tu le dis, les technologies changent tout le temps. Aujourd'hui, c'est Bitcoin, c'est IA générative, mais dans 5 ans, on ne sait pas de quoi on va parler, d'où l'importance d'avoir des bases en matière de formation également. Juste avant de rejoindre l'Institut Montaigne, si je ne me trompe pas, tu as travaillé sur un rapport pour eux, déjà, sur la mobilisation, la formation des talents du numérique. Quel était le constat de départ et quelles sont les conclusions de ce rapport? Oui, alors ce rapport, il est parti d'un double constat. Le premier, qui est d'une pénurie en fait dans les métiers du numérique, mais une pénurie qu'on n'arrivait pas très bien à chiffrer. En fait, on avait des estimations qui partaient un peu dans tous les sens. C'était aussi un sujet vraiment mondial, parce que la pénurie, elle n'est pas que française. Et donc, on s'est vraiment, nous, déjà attachés dans un premier temps à chiffrer cette pénurie de manière rigoureuse avec nos partenaires. On a travaillé avec ADECO notamment pour le faire. Et donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était aussi que cette pénurie-là masquait des tensions qui étaient différentes en fonction des métiers concernés. Donc on a vraiment fait tout un travail sur quel métier dans la tech, de quel métier on parle et lesquels sont les plus tendus, donc dans lesquels il y a un vrai décalage finalement entre l'offre et la demande. Et on a aussi essayé de regarder ce qui justifiait ces tensions. Est-ce que c'était un problème d'attractivité? Est-ce que c'était un problème de formation? Voilà. Donc on a fait ça. On a trouvé que 10% des offres d'emploi dans le secteur de la tech aujourd'hui ne sont pas pourvues et que ce chiffre-là varie beaucoup d'un métier à l'autre. Il est énorme en cybersécurité, par exemple, où 75% des métiers n'étaient pas pourvus au moment où on a fait l'étude. 75%. Donc, 3/4 des offres d'emploi ne trouvent pas un candidat aujourd'hui ou une candidate. Voilà, ce qui est absolument... ce qui est extrêmement préoccupant en fait, parce que quand on regarde les ambitions européennes sur l'IA aujourd'hui, sur la tech en général, on est vraiment sur une volonté d'être à l'avant-garde des innovations, des technologies, et le point de départ, c'est de réussir à combler, de réussir à remplir ces positions vacantes dans les différents métiers de la tech. Surtout qu'il y avait un paradoxe quand même, parce que les rémunérations sont globalement élevées dans le secteur. C'est un secteur aussi qui est très international par essence, dans lequel les perspectives existent. Donc on a vraiment essayé de comprendre en fait ce qui sous-tendait cette pénurie et comment on pouvait justement proposer des choses intelligentes pour réduire ce gap. Et ce constat est franco-français ou on constate la même chose sur les autres pays européens, le même ordre de grandeur, 10% en général, certains métiers? Alors, les ordres de grandeur au niveau européen et mondial, on a pris les États-Unis et Singapour, étaient les mêmes au départ. Donc on avait globalement, c'est toujours à peu près 10% des postes dans la tech qui sont pas pourvus. En Europe, par exemple, c'est 700 000 emplois au moment où on a fait le rapport. Aux États-Unis, on parlait plutôt de 100 000 dans le secteur IT en particulier. Et pareil, à Singapour, c'était autour de 100 000. Sachant que ce qui est difficile avec les métiers du numérique, c'est qu'ils sont difficiles à circonscrire. Nous, on s'est concentré sur les métiers vraiment cœur du numérique. Donc, les métiers, en fait, qui impliquent de construire des infrastructures numériques avec des compétences dures. On n'a pas regardé les métiers au sens large qui appliquent en fait des solutions numériques à des problématiques business précises. Donc, ce qui est intéressant, tu parles des métiers core tech, quoi. L'architecture système, les administrateurs système, les développeurs, les admins de bases de données, des choses comme ça. Exactement. On les a répartis d'ailleurs
en plusieurs familles. Effectivement, c'est ça, c'est architecte, développeur, responsable cybersécurité, product owner. Enfin, voilà, tous ces métiers vraiment qui impliquent de toucher la tech, on va dire, au quotidien. Et c'est intéressant de voir que, en fait, on n'a pas tellement encore comblé le gap au niveau français et européen, malgré plusieurs actions qui ont été mises en place ensuite par le gouvernement, un objectif de former 450 000, de former et de mettre sur le marché du travail 450 000 personnes d'ici à 2030, qui a été formé par le gouvernement. Néanmoins, on voit que ce gap-là, il se réduit aux États-Unis et à Singapour, alors que nous, on est quand même en train de stagner. Quelles sont les causes que vous avez pu identifier pour cet écart entre l'offre et la demande? Les causes sont vraiment multiples, et en fait, elles varient beaucoup d'une famille de métiers à l'autre. La première cause qu'on a identifiée vraiment, c'est l'attractivité en fait de ces métiers. On a un vrai problème d'attractivité qui commence dès les classes de 5e, 4e, dès le moment en fait où il faut choisir sa spécialisation au collège. Souvent, ces métiers pâtissent de mauvaises représentations qui sont héritées de stéréotypes, de mauvaises manières aussi de communiquer. Et en fait, beaucoup d'élèves potentiels ne s'orientent pas vers les STEM parce que jugés trop spécialisés, peut-être aussi trop déconnectés de la réalité extérieure, trop technique, insuffisamment international, alors que c'est tout le contraire. C'est l'image du geek avec les lunettes, avec un bout de sparadrap et les 3 stylos dans la poche, etc. Un petit peu. Et en fait, c'est tout l'inverse sur ces métiers. C'est des métiers justement qui sont stratégiques dans toutes les entreprises. Les DSI aujourd'hui se rapprochent de plus en plus des DRH d'ailleurs. Enfin, il y a vraiment des choses stratégiques dans ces métiers-là qu'on met insuffisamment en avant dès le départ. Et donc, ça crée un petit peu cette déformation où, comme peu d'élèves de base s'orientent vers les STEM, mécaniquement, en formation initiale puis en formation continue, on a moins de profils. À titre d'exemple, aujourd'hui, 20% de ces métiers cœur du numérique sont occupés par des femmes. Si on avait juste une répartition à 50-50, on aurait déjà atteint 60% de l'objectif gouvernemental de former les 450 000 personnes. Et en fait, souvent, les causes, elles sont aussi simples que ça. Elles commencent dès le départ. Après, c'est pas les seules causes qu'on a trouvées. Dans la famille, à l'école, dès très jeune, au fait. C'est une cause sociale quasiment que tu es en train de décrire. Absolument. C'est aussi parce que finalement, ce secteur évolue tellement vite que souvent, en fait, le moment vraiment où on peut y être exposé de manière concrète et pratique, c'est quand on intègre des entreprises de la tech. Quand on est ingénieur, quand on est développeur, c'est quand on va intégrer des grandes entreprises de la tech qu'on va aussi être dans des environnements où on va pouvoir tester ce qu'on a appris à l'université, avoir accès à suffisamment de puissance de calcul pour du coup coder des programmes un peu plus complexes. Et aux États-Unis, par exemple, Nvidia a mis à disposition de l'université d'Atlanta et va le faire aussi pour d'autres universités, un campus avec un supercalculateur dernière génération pour que les étudiants puissent s'entraîner directement sur ces supercalculateurs-là. Nous, on a moins ce pont-là entre nos universités et nos entreprises, même s'il y a énormément de choses qui sont faites et qu'on avance dans cette direction. Et donc souvent, on a aussi moins la possibilité de voir en pratique, quand on est dans les salles de classe, sur les bancs d'université plus tard, ce qu'on peut faire en fait en sachant, en ayant toutes ces compétences dures en tech et comment on peut les appliquer après dans le monde réel. Est-ce qu'il y a d'autres causes que tu as identifiées, que vous avez identifiées dans le rapport? On a parlé de la cause sociale ou la mauvaise perception de ces métiers de la tech. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu as dit que ça change d'un rôle à l'autre aussi. Oui, absolument. Il y a vraiment donc l'attractivité, c'est le premier point. C'est vrai qu'après, il y a aussi énormément de choses à faire
au niveau de la formation initiale et de la formation continue. Nous, ce qu'on a trouvé dans le rapport, c'est que pour l'instant, dans notre formation initiale, on a encore des parcours finalement qui sont très spécialisés en France et qui ne permettent pas forcément de faire des ponts entre différentes disciplines, entre une spécialisation sur des études d'ingénierie, de computer science, et une autre spécialisation qui serait en sciences sociales, en droit. Alors que quand on arrive sur le marché du travail, souvent dans les métiers de la tech, en fait, on a besoin de compétences qui sont très transversales. Donc, c'est une de nos grandes recos du rapport aussi, c'est d'aller chercher, nous, ce qu'on a appelé les talents cachés. Les talents cachés, en fait, c'est des personnes qui, initialement, se sont pas orientées forcément par autocensure, mais qui, à mesure de leur carrière qui est très longue, seraient complètement pertinents et compétents sur des métiers qui sont pas des métiers où il faut avoir des compétences de code, mais qui sont des métiers où il faut être capable de faire travailler ensemble des techniciens avec des gens qui commercialisent leurs solutions, comme product owner, par exemple, product manager, toutes les méthodologies agiles. Et ça, en fait, souvent, ce sont des formations qu'on retrouve beaucoup en formation continue, mais qu'on a beaucoup moins dans la formation initiale, et les liens entre les deux sont encore trop distants pour justement permettre une continuité dans les parcours et mobiliser, permettre d'aller trouver ces talents cachés à mesure que le marché évolue. Donc ça, c'est aussi une cause qu'on a trouvée, c'est finalement peut-être la nécessité, dans le cadre de la formation initiale, de rapprocher aussi les enseignements de la réalité du marché et d'accroître les collaborations entre les universités et les entreprises qui, tous les jours, en fait, sont confrontés à ces enjeux de formation et qui adaptent leur formation continue en permanence. Donc l'attractivité d'un côté, la formation initiale, donc académique et continue pour les gens qui travaillent déjà. Autre chose ? Oui, on a une dernière cause aussi qu'on a trouvée dans le rapport et qui est importante. C'est un enjeu, c'est au niveau institutionnel, un vrai enjeu aussi de gouvernance. On a aussi remarqué que la gouvernance sur formation initiale et continue et aussi reste très éclatée en fait entre les différentes instances qui sont chargées de la piloter. Nous, on a recommandé de rattacher en fait ces questions de gouvernance là à France Travail, qui en fait est la principale agence qui permet justement de rapprocher aussi demandeurs d'emploi de l'offre pour avoir ce qu'on appelle une vraie gestion stratégique des emplois et des compétences de la nation. Ça, on n'a pas encore cette hauteur de vue en fait au niveau national qui permet justement de rapprocher l'offre et la demande quand on parle de pénurie sur le marché du travail. Donc nous, on pense que c'est important déjà d'harmoniser les nomenclatures de suivi, les métiers du numérique, parce que quand on a fait le rapport, on s'est rendu compte que c'est les différentes manières de traiter ces métiers, elles étaient complètement éclatées, mais aussi de consolider une vision vraiment des besoins des entreprises et des administrations qui soit actualisée. Et dans les métiers de la tech, le besoin d'actualisation, il est très fort parce que ça évolue vraiment d'une année sur l'autre. Donc, il faut aussi qu'on ait une antenne qui soit capable d'anticiper les besoins, les capacités sur le long terme et d'orienter plus rapidement les personnes issues aussi de la formation initiale vers les besoins effectifs des entreprises. On comprend bien le gap entre l'offre et la demande et les causes que vous avez pu identifier dans ce rapport, mais ce gap a une conséquence directe et concrète sur l'économie du pays ou l'économie de l'Europe, la compétitivité, notamment vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis des États-Unis. Oui, c'est vraiment évident. Il y a aujourd'hui ces pénuries dans les métiers de la tech. Elles sont pour l'instant, ça reste un frein au projet de transformation digitale de nos entreprises. Ça reste assez conjoncturel finalement. Si on ne traite pas ce problème-là, demain, on aura un enjeu structurel fort de compétitivité au niveau français et européen.
On avait regardé, nous, un sondage qui avait été fait par Udacity, qui disait qu'en fait, 63% des exécutifs dans les entreprises et les responsables IT disaient qu'en réalité, le fait que leur programme de transformation numérique soit retardé était lié à la pénurie de talents. 63% sur un échelon représentatif des différents responsables IT de nos principales entreprises sur le territoire national. Alors, si on essaie d'être optimiste, quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place, tant au niveau national qu'au niveau européen ? Alors oui, je pense qu'il y a vraiment de quoi être optimiste. Enfin, il y a énormément de choses qui sont faites. Non, mais vraiment au niveau national, déjà, je pense que ce sujet-là a été beaucoup regardé par le gouvernement. Le gouvernement s'est engagé à former 450 000 personnes d'ici 2030 pour répondre justement à ces pénuries. Il y a énormément de programmes qui sont mis en place à la fois par les autorités publiques et par les grandes entreprises aussi. Il y a le programme d'AWS, par exemple, le Return to Work, qui permet justement d'aller chercher des talents en reconversion professionnelle sur des métiers de la tech ou des talents qui auraient pas forcément, qui auraient été éloignés du marché du travail pendant un moment par choix sur ces métiers-là, et ça marche très bien. Les premiers résultats sont probants. Il y a d'autres boîtes le font, comme JP Morgan aussi, et d'autres grands groupes. Donc c'est aussi bien de l'étendre à des structures plus petites et d'aller vraiment dans cette direction-là de manière un peu concertée. Les pouvoirs publics sont très actifs dessus. Au niveau européen, il y a un programme justement sur les compétences numériques qui est mis en place et qui vise à combler les pénuries. Il y a énormément de partenariats qui sont mis en place entre les universités, les entreprises, justement pour augmenter l'attractivité de ces métiers. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau français et européen qui est indéniable. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment d'aller exécuter ça de manière opérationnelle avec les professionnels concernés au bon niveau et aussi d'accélérer dans les collèges et dans les lycées, parce que il y a aussi vraiment un enjeu de communication auprès des filles et des garçons sur ces métiers-là, de multiplier les venues de rôle modèles dans le secteur de la tech. C'est déjà fait. Et je pense qu'il faut simplement passer à la vitesse supérieure pour pas se faire distancer. Tani, un truc qui a éveillé ma curiosité il y a quelques minutes, tu disais que s'il y avait plus de femmes dans les métiers du numérique dès le départ, au niveau de la formation, 50% du gap qu'on décrit serait déjà... Dans la série d'actions qui ont été proposées dans ce rapport et ensuite dans ton travail au quotidien sur ces sujets, qu'est-ce qu'on peut faire également pour améliorer les présences féminines dès le départ, dès le collège, dès la formation technique ? On peut faire beaucoup de choses. Alors au départ, je pense que c'est vraiment déjà un enjeu de sensibilisation. La sensibilisation, elle peut pas venir uniquement des enseignants. Il faut aussi qu'elle vienne des parents d'élèves qui ont un rôle très fort dans l'orientation de leurs élèves et de leurs enfants, pardon. Et vraiment avoir un discours en fait qui insiste beaucoup sur l'impact des métiers de la tech dans le monde. Cet impact-là, il n'est pas uniquement technique, il est économique, il est sociétal, il est presque philosophique. Quand on regarde l'IA aujourd'hui, beaucoup de questions philosophiques se posent, et donc c'est important d'avoir ce discours déjà d'emblée sur finalement l'impact que vont avoir les filles et les garçons qui s'orientent vers les STEM sur le futur du marché du travail, sur le futur de l'économie et de la société dans laquelle ils vont évoluer. Je pense que c'est bien aussi d'emblée de faire intervenir des rôles modèles, ce qu'on appelle des rôles modèles féminins et masculins aussi d'ailleurs dans les lycées, dans les collèges. C'est toujours mieux pour un élève en fait de pouvoir parler à des gens qui ont mis en place des projets, qui ont travaillé sur ces sujets-là,
et d'être capable de s'identifier à eux. À partir du moment où un élève peut s'identifier à un rôle modèle, déjà, on a plus de chances de l'inciter à s'orienter vers ces études-là. Ensuite, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire au niveau de la formation initiale à l'université. À l'université, souvent, on se retrouve un peu face à un choix où on va dans telle ou telle filière, la science, la technologie, l'économie ou la littérature, les sciences sociales pour être très schématique. Et en fait, je pense que chacune de ces disciplines gagnerait à être enseignée aussi à côté d'une autre discipline. Dans le rapport, on a dit qu'il fallait absolument avoir des formations hybrides qui soient pas uniquement techniques, mais qui soient aussi économiques, sociales. Et en fait, ne pas forcément freiner les élèves qui aimeraient aller de l'une à l'autre. Moi, par exemple, j'ai commencé ma formation par une école de commerce. Ensuite, j'ai complété avec un master en affaires publiques. Si j'avais voulu compléter avec une formation d'ingénieur sur un langage précis ou sur vraiment une compétence dure en particulier, je pense que ça aurait été vraiment utile que le système permette de le faire. Et ça, il faut créer ces liens-là entre les écoles d'ingénieurs, les écoles de sciences sociales, pour pouvoir aussi permettre aux talents qui sortent après sur le marché du travail d'avoir ces visions 360. C'est vraiment ça qui fait qu'on réussit dans les métiers de la tech. Ça boucle la boucle avec ce que tu disais au début. C'est pas fait exprès, mais ça tombe bien aussi parce que tu disais dans des projets informatiques, dans des projets de SI en entreprise, il faut des compétences différentes et variées, pas uniquement de la tech. Et tu montrais par ton parcours également que on peut venir d'un autre monde que celui de la tech et travailler dans la tech en équipe multidisciplinaire. J'ai un exemple personnel à ce sujet-là aussi. Quelqu'un de ma famille qui fait un master en IT pour le moment et ils ont un cours de droit avec des juristes, donc de la même année. Des juristes apprennent des spécificités des droits liés au contrat, à la propriété intellectuelle en informatique et les apprentis informaticiens travaillent avec le droit et il me disait quelque chose ce week-end qui était assez amusant. Il se dit, nous on comprend les énoncés techniques, mais on ne sait pas comment résoudre le problème en termes de droit et nos collègues juristes, ils comprennent pas l'énoncé, mais ils savent, ils viennent avec cette compétence juridique, enfin vraiment cette importance de pouvoir travailler ensemble, c'est quelque chose qu'on ressent dans les entreprises également. Tu as mentionné le programme Restart d'AWS également, qui est un programme de retour à l'emploi, de reconversion professionnelle, délivré en France d'ailleurs, notamment par Simplon, peut-être par d'autres, je sais pas s'il y en a, je m'excuse de pas citer tout le monde, mais je mettrai les liens dans les notes de ce podcast. J'aime bien terminer cette conversation inspirante, Louise, avec quel conseil tu aurais pour les hommes qui nous écoutent, qui veulent également adresser ce problème de gender gap? Le rôle des hommes, je pense, est absolument clé pour aider au gender gap. C'est vraiment essentiel. Sans les hommes, on n'adresse qu'une partie du problème finalement. Donc le conseil principal que j'aurais, c'est vraiment d'être proactif en fait pour aller chercher ce qu'on a appelé nous les talents cachés. Souvent et surtout dans le secteur de la tech, il y a énormément en fait de talents qui sont super compétents à la fois techniquement, mais aussi sur tous les aspects plutôt légaux économiques, qui sont pas issus en fait des formations traditionnelles, qui ont appris à coder un peu hors des cursus classiques. Moi, je pense beaucoup aux communautés open source, par exemple, sur lesquelles j'ai travaillé. Il y a aussi beaucoup de choses sur la blockchain, des compétences spécifiques dans des langages comme Solidity, par exemple. Et en fait, souvent, ces profils-là qui sont clés et qui sont féminins et masculins, mais aussi beaucoup féminins, sont pas tellement les profils type qu'on va aller viser sur le marché des écoles, des différentes écoles sur lesquelles on recrute. Donc moi, pendant le recrutement, j'aurais tendance à dire vraiment de rester, d'ouvrir son radar à tous ces talents cachés qu'on a moins forcément en tête, qui sont peut-être moins visibles. Et après, tout au long du parcours professionnel, de rester vraiment à l'écoute en fait des aspirations de ces différents talents avec qui on travaille, de les embarquer
de toujours connecter en fait la technique finalement à l'impact que cette technique aura sur le monde réel, puisque c'est vraiment comme ça qu'on drive et qu'on embarque ces équipes, selon moi, quand on est homme, quand on est femme, pour tous. J'ai envie de rebondir sur 2 choses que tu as dites. D'abord la dernière, détecter les talents, faire grandir les talents au sein des entreprises. C'est un sujet que Julien Grouès a abordé dans ce même podcast il y a quelques semaines, en disant repérez les gens qui ont du talent dans votre entreprise et mettez-les sur des carrières, des trajectoires d'évolution de carrière au sein des entreprises. Et puis je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode avec Julien et Julien Grouès qui est VP AWS France. Je mets les liens dans les notes de ce podcast. Et puis sur la première partie, de détecter, d'ouvrir son radar. Est-ce que ça a à voir aussi avec le fait que ces talents cachés ne se mettent pas nécessairement en valeur ou ne se vendent pas comme le feraient d'autres personnes, peut-être comme le fait peut-être certains hommes, comme le font peut-être certains hommes. Et je reviens sur le sujet de la table ronde dont on a discuté en ce début d'épisode, sur ce fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu penses qu'il est plus fort chez les femmes dans la tech que chez les hommes? Je pense que je vais donner une réponse qui se base sur ce que j'ai vu et sur les personnes avec qui on a discuté de ces sujets-là. Je pourrais pas prouver empiriquement que le syndrome de l'imposteur est plus fort chez les femmes. Mais c'est vrai que chez les femmes que j'ai auditionnées, que j'ai rencontrées, quand elles postulent à des jobs dans la tech, souvent, en fait, elles attendent de cocher vraiment toutes les cases qui sont citées dans l'offre d'emploi. Et s'il y en a une ou deux qui ne sont pas cochées, elles vont préférer ne pas postuler, attendre de cocher bien ces cases avant de postuler. Souvent, en tout cas quand j'interroge les hommes concernés, parce qu'on a aussi interrogé les hommes, ça, c'est pas tellement un souci. Même s'il y a 3 cases qui ne sont pas cochées, je vois bien qu'ils y vont quand même et on verra bien. On verra bien. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Le fake it until you make it. Et c'est vrai que cet état d'esprit-là, il est beaucoup présent il est présent chez beaucoup de femmes. C'est vraiment différent d'un parcours à l'autre, mais il est encore moins présent quand même empiriquement chez les femmes que chez les hommes. Donc oui, moi je pense qu'il faut, indépendamment de son sexe, de son parcours, il faut davantage faire confiance aussi faire confiance à son potentiel, et une fois qu'on est en situation d'exercer des responsabilités, faire confiance à la personne qui nous a placés là. Si on est là, c'est qu'on le mérite. Et ça, j'y crois vraiment très fermement. On ne se fait pas engager par hasard dans les entreprises, il y a toujours une bonne raison. Donc, mesdames, même si vous ne cochez pas toutes les cases, postulez, et messieurs, s'il vous plaît, ouvrez votre radar pour aller chercher des talents ailleurs que dans les réservoirs de talents traditionnels que sont les réseaux sociaux, LinkedIn, les sites de recrutement et autres. Merci Louise Frion pour cette conversation intéressante et inspirante. Je rappelle que tu es responsable des pôles nouvelles technologies à l'Institut Montaigne, qui est un think tank français et européen dans ce domaine. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.